Ici la voix de Benjamin Vincent, bonjour et bienvenue, vendredi 9 mai 2025, 38e épisode des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, chaque vendredi, c'est l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Skype, c'est fini. Microsoft, qui avait racheté le service de téléphonie par Internet en 2011, a débranché la prise définitivement ce mardi 5 mai. À cette occasion, je vous propose un épisode spécial au passé et au présent. Le passé, dans un instant, ce sera avec un Français, un homme de l'ombre, qui a joué un rôle essentiel dans l'acquisition de Skype par Microsoft il y a 14 ans. À l'époque, cet ancien de l'éditeur d'Office était directeur général de Skype for Business. Son nom, David Gurley, et David va nous raconter ce qu'il n'a jamais révélé. Je vous donne un petit secret ici. J'ai déjà trop dit d'ailleurs. Les coulisses de ce rapprochement et la raison de l'appétit de Steve Ballmer pour Skype. On était numéro 1 dans ce secteur-là. Skype for Business s'est développé comme des champignons, avec beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Et donc, on était une menace pour le côté entreprise de Microsoft et une opportunité pour le côté consommateur. Et c'est comme ça que je pense que l'intérêt est né. David Gurley est l'une des références mondiales dans le domaine de la communication sur IP, autrement dit de la téléphonie et de la visioconférence via Internet. Fondateur en 2014 de Symfony, qui allait devenir une licorne à plus d'1 milliard de dollars 3 ans plus tard. David Gurley, aujourd'hui HiveNet et Polycloud, ses data centers dans des containers. Un témoignage exclusif dans les voix de la tech, c'est dans une poignée de secondes. Ma deuxième voix de la tech cette semaine a elle aussi un lien, mais beaucoup plus actuel avec Skype, qui a donc disparu. Cet autre serial entrepreneur a participé à la création de Molotov, après 15 ans passés chez TPS, puis à l'innovation de TF1. Et en 2021, il lance Binarrative, une solution d'interview et de production vidéo à distance dans le cloud, qui n'a besoin que d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Dans la deuxième partie de cet épisode, Jean-Marc Denoal me dira ce qui fait de Binarrative le successeur naturel de Skype. Skype était utilisé pour faire des interviews à distance, faire rentrer des invités soit en live, soit en enregistrement pour capter des réactions. Et de ce point de vue-là, Narrative coche toutes les cases. Et on voit bien que les outils utilisés par les médias d'une manière générale ou les entreprises devient aussi un sujet. Où sont stockés les contenus, comment ils sont exploités. Donc en tout cas pour nous, c'est une super opportunité parce qu'on a un outil qui permet totalement d'adresser ce besoin. On a des arguments à faire valoir et on entend bien les faire valoir. Les Voix de la Tech, chaque vendredi, c'est un podcast que je vous propose en 2 versions. La première, une 30aine de minutes disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. La seconde, c'est la version audio intégrale avec les interviews en totalité uniquement sur Apple Podcast, où vous pouvez d'ailleurs déposer un avis avec vos mots bien à vous et mettre une note aux Voix de la Tech, une note 5 étoiles j'espère évidemment. Merci d'avance pour votre soutien, quelle que soit votre version préférée. Un seul conseil, abonnez-vous. Et puis, j'ai besoin de vous, oui, de vous, pour faire connaître le podcast. Alors, 2 options. D'abord, en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos collègues de bureau. Et puis, republier ou repartager les posts du compte Les Voix de la Tech, que ce soit sur Blue Sky, sur LinkedIn, Instagram, X ou Facebook. Merci d'avance pour votre fidélité et pour votre soutien. Dans un instant, presque 15 ans plus tard, David Gurley, ancien directeur général de Skype for Business, il va revenir pour la toute première fois sur les coulisses de ce qui a conduit Skype à sa disparition, l'acquisition par Microsoft en 2011. Bonjour David Gurley. Bonjour Benjamin. Je suis très très heureux de vous retrouver David, 3 mois après le World AI Cannes Festival où vous étiez, et moi aussi. En effet, on avait lancé, comme vous le savez, Polycloud, qui a été d'ailleurs un lancement vraiment réussi à tous les points de vue. Et c'était vraiment très agréable qu'on ait pu en parler à ce moment et je suis content de vous retrouver. Ça fait déjà 3 mois
C'est sympa, David. Alors, Polycloud, je le rappelle, ce sont ces data centers qui tiennent dans un container de quelques mètres carrés. Je rappelle en un mot votre parcours, David, hein. Vous êtes le fondateur de plusieurs entreprises, hein, HiveNet notamment, il y a un peu plus de 3 ans. Votre CV de serial entrepreneur est long comme le bras. Alors, vous êtes ambassadeur de Paris 2030, conseiller dans plusieurs fonds d'investissement, membre de plusieurs conseils d'administration. Je ne peux pas ne pas citer Symfony, que vous créez en 2014 et qui atteint le statut de licorne, 1 milliard de dollars de valorisation 3 ans plus tard. Vous avez débuté à la R&D chez France Télécom, à Sophia Antipolis. Vous, l'adolescent canois né à Istanbul et qui vit entre Dubaï, la France et Palo Alto en Californie. Alors, si je parle de France Télécom, David, c'est parce que vous êtes devenu la référence mondiale dans le domaine de la communication et de la voix sur IP. Vous avez passé 3 ans chez Microsoft, c'était jusqu'en 2003. Microsoft qui a donc racheté Skype en 2011. Or, à l'époque et depuis un an, vous êtes le directeur général de la division Skype for Business et vous quittez Skype un mois après le rachat. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, David, c'est évidemment pour revenir sur cette épopée Skype. Merci d'ailleurs d'être avec nous. Épopée qui a définitivement pris fin ce mardi 5 mai 2025 puisque Microsoft a débranché Skype après 22 ans d'existence. Skype, c'était l'un des symboles des débuts du numérique. J'ai quand même une question évidente à vous poser aujourd'hui, David. En 2011, est-ce que c'est un peu à cause de vous ou grâce à vous si Microsoft s'intéresse puis achète Skype pour plus de 8 milliards de dollars? Beaucoup grâce à moi. J'ai été, comme vous savez, le fondateur des services de communication en temps réel chez Microsoft, que j'ai géré pendant 5 ans. Et puis après, bon, lorsque je suis venu chez Skype, c'est moi qui ai vraiment initié les négociations de vente. En fait, c'est Steve Ballmer qui nous a contactés directement. Et puis, j'étais responsable de trouver une solution, d'abord d'un partenariat. Et c'était clair que ce n'était pas possible. Ça ne pouvait que se conclure un achat ou divorce. Et puis d'ailleurs, ça a été divorce d'abord. On s'est dit, bon, on peut pas faire un deal. Et puis, bon, Steve voulait absolument faire un deal. Et puis, bon, il a dit, ben, finalement, on va vous acheter. Puis voilà. Donc tout ça s'est passé en 6 semaines. Steve Ballmer, donc CEO de Microsoft à l'époque, hein, c'était avant Satya Nadella. Qu'est-ce qui faisait l'intérêt de Microsoft pour Skype en 2011? J'ai posé la question directement. Alors, je vous donne un petit secret ici. Donc, il y avait l'équipe Microsoft qui sont tous venus chez nous à Skype à Palo Alto. On est assis. Je connais très bien Microsoft parce que j'y ai vécu. Alors, je demandais à Steve, je dis, Steve, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as MSN Messenger, tu as Live Communication Server, tu as 500 millions d'utilisateurs sur MSN Messenger. Pourquoi tu es là? Alors, je ne sais pas que dire, mais à l'époque, en tout cas, il a dit, j'ai besoin d'un verbe. I need a verb. You see, I can't MSN Messenger anyone, but I can Skype you. On n'a pas ça chez Microsoft. Il manquait un verbe. Ouais. Comme on disait googliser déjà à l'époque. Ouais. On skypait les gens à l'époque. Ouais. Donc c'est la force de la marque plus que la technologie qui intéressait Microsoft? Complètement. Alors, on était numéro 1 dans ce secteur-là. Le business que moi j'étais responsable, donc qui était Skype for Business, s'est développé comme le champignon, avec beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Et donc, on était une menace pour le côté entreprise de Microsoft et une opportunité pour le côté consommateur. Et c'est comme ça que je pense que l'intérêt est né. À l'époque, Microsoft met 8 milliards et demi de dollars sur la table, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est la plus grosse acquisition à ce moment-là qu'ait jamais fait Microsoft? Oui, je pense qu'après, c'était LinkedIn à plus de 20 milliards. Ouais. Alors, cette bascule dans le giron de Microsoft, bon, elle signe le début d'un nouveau chapitre majeur pour Skype et ce sera sa fin puisque on constate cette fin définitive cette semaine. On revient au début de Skype, David.
à l'époque, est-ce que vous vous intéressez déjà à ces technologies de communication et de voix sur IP? Complètement. Moi, bon, j'étais chez France Télécom, comme vous l'avez dit. Je Mais suis c'était passé 10 ans plus tôt. C'était c'était 10 ans plus tôt plus pour tôt, vous. mais en 94, j'étais convaincu que la voix allait passer sur Internet. Alors qu'à l'époque, tout le monde était convaincu que la voix allait se passer sur un réseau qu'on appelait ATM, Asynchronous Transfer Mode. Et donc, lorsque j'ai eu cette conviction, j'ai commencé à pousser la normalisation dans ce sens-là. Et ça m'a permis de faire un nom, ça m'a permis de me distinguer par rapport d'abord à mon employeur qui était vraiment pas content parce que j'étais en divergence totale par rapport à leur stratégie. Mais je savais que c'était ce qu'on appelle un DOA, Dead on Arrival, donc ça n'allait jamais fonctionner. Alors qu'Internet, c'était le réseau de données universel déjà, ça ne sera pas l'ATM. Donc, de là, j'ai pu écrire des normes, j'ai pu amener à des collaborations qui étaient inédites à l'époque entre Microsoft et Cisco et beaucoup d'autres acteurs, Intel. Et ça a vraiment lancé, on va dire, la réalité de la voix sur IP, qui à l'époque restait quelque chose qui était un petit peu encore moins que le quantum computing, mais aujourd'hui. Donc Tout c'était petit. vraiment tout petit et tout le monde se moquait en fait. Ouais. Et donc, Skype arrive en 2003. J'étais déjà à l'origine de Skype. Donc, Ah, ben ça, on ne le savait pas. oui. Alors, Nicolas, qui est donc le fondateur, cofondateur de Skype, avait fondé Casa. Alors, Niklas Zenström, hein, Sandstrom, qui est suédois. Ouais. qui est suédois. Il a fondé Casa. Et ensuite, c'était l'époque, comme vous le savez, de Napster, où on échangeait à travers un réseau peer-to-peer Les fichiers les MP3. musiques, la musique, MP3, etc. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement américain a décidé d'aller très fort et d'interdire ce type d'échange sous la loi de la protection des droits d'auteur. Et donc, Casa est mort. Et donc, je me trouve dans une conférence que j'avais tout le temps, ça s'appelle Voice on the Net, à Stockholm. Et on a une réunion avec Niklas, deux, trois autres personnes. Et donc, à l'époque, j'étais chez Microsoft, responsable de la voix sur IP sur Microsoft. Et donc, la conversation tournait, qu'est-ce que Nicolas va faire avec cette technologie? Alors, j'ai dit, écoute, Nicolas, il y a un gros problème aujourd'hui qu'on ne sait pas résoudre. Pour amener la voix sur le consommateur, c'est qu'on ne peut pas traverser d'une manière transparente les pare-feux, les firewalls et les boîtes qui s'appellent des NAT, Network Address Translators. Il n'y a pas un bon mapping des ports par rapport à l'adresse IP. Et si tu peux résoudre ce problème, parce que je dis tu l'as résolu ce problème à travers ton réseau peer-to-peer grâce à Casa, si tu peux prendre cette technologie et l'appliquer à la voix, tu enlèveras aujourd'hui l'obstacle le plus important qui empêche aux grands consommateurs l'utilisation de la voix sur IP, en fait, tel que nous le faisons à l'instant T. Il a réfléchi, il dit non, ça c'est un problème très intéressant, je vais le regarder. Et donc de là, Skype quelques temps plus tard. Et donc pour moi, j'ai été tout au début, à l'inception même de Skype. Ils sont venus pour venir m'embaucher deux reprises, mais le lieu, en fait, ça n'allait pas parce qu'ils voulaient que j'aille à Londres. À l'époque, j'étais ailleurs. Et donc, la troisième fois, j'ai dit oui. Et donc sur ce, j'ai rejoint Skype et vous connaissez le reste de l'histoire. Là, on a passé 7 ans, puisque c'est en 2009 ou 2010, et vous devenez le general manager de Skype for Business. Oui, tout à fait. Donc, ils voulaient en fait amener Skype dans le secteur d'entreprise, qui à l'époque était on va dire quasiment consommateur, le grand public. Est-ce qu'en vous embauchant, ils avaient l'idée d'un rapprochement avec Microsoft? S'ils l'avaient, ils ne me l'ont pas dit.
peut-être que moi, je suis trop naïf. Moi, je suis entré avec vraiment l'ambition d'aller chercher les clients en entreprise. Je n'étais pas du tout omnibulé par Microsoft. J'ai même pas envoyé un message à mes anciens collègues. Quand on a gagné Coca-Cola, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a gagné quelques grands comptes. Et donc, Avec Skype. Avec Skype. Donc, avec Skype for Business. Donc, une fois qu'on a commencé à gagner quelques grands comptes contre Microsoft, alors là, ça a tout de suite déclenché une réaction chez Microsoft. Parce qu'à l'époque, Microsoft a plusieurs technos que vous avez cités. Il y a notamment Windows Live Messenger qui existe. Donc ça, c'était le produit que j'avais créé en effet avec Windows XP. Ouais, et qui va disparaître 2 ans après l'intégration de Skype, l'achat de Skype. Donc, il y a une concurrence naissante et qui commence à faire peur à Microsoft, c'est ça? Alors, soit peur, soit envie. Donc, vous savez, Microsoft réagit sur vraiment 3 trucs. Soit ils veulent détruire la compétition, soit ils ont envie de voir quelque chose, soit ils veulent ajouter, on va dire, de la technologie qu'ils n'ont pas. Ouais. Donc, dans ces conditions-là, je pense que c'était plus l'envie, comme exprimé par Steve Ballmer, qu'une réaction à une menace. Derrière, il y avait aussi une réaction par rapport à la menace. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça fait toujours partie de l'équation. Mais si je devais faire un pourcentage entre l'envie et la menace, je pense que c'était 60% envie et peut-être 40% répondre à la menace de Skype for Business. Alors, vous l'avez dit, ça se fait très vite en 6 semaines. Oui. Qu'est-ce qui fait basculer la décision de Microsoft? On allait faire un IPO. Donc une entrée en bourse. On était prêt au roadshow. Donc, si on faisait un IPO et que si ça marchait, Skype aurait coûté beaucoup plus cher. Et donc, on faisait ce qu'on appelle un dual track. Donc, d'un côté, on préparait pour l'IPO, de l'autre côté, on négociait l'acquisition. Et donc, si Microsoft ratait pour une raison ou une autre cette opportunité, la prochaine opportunité aurait été beaucoup plus loin, beaucoup plus chère. Donc, je pense que c'est ça qui a motivé. Et le fait qu'en fait, on a dit non, on ne peut pas travailler. Ce que vous voulez faire, on ne peut pas le faire. Donc on était plus désirable parce qu'on a su dire non à Microsoft. Et qu'est-ce qui fait que vous disiez on ne peut pas le faire? Ça, je ne peux pas le dire. Ça, je pense que j'aurais des problèmes légaux par rapport à tous les non-disclosure que j'ai signés. J'ai déjà trop dit d'ailleurs. Bon, alors ok. Mais quand même, alors une fois que Skype arrive dans le giron de Microsoft, il va y avoir une série d'événements qui conduisent à aujourd'hui. Donc 2011, l'acquisition de Skype. 2013, c'est la disparition de Windows Live Messenger. Et en 2017, Microsoft lance Teams. Est-ce que c'est sur la base technologique de Skype ou pas du tout? Non. Absolument pas. C'est une concurrence interne entre l'équipe Skype et l'équipe SharePoint qui était dans l'office. Je n'étais pas là, donc je vous parle uniquement ce que je sais à travers des on-dit. J'ai des bonnes sources, mais c'est quand même à travers une autre personne. Et c'est ça d'ailleurs qui a mis en fait déjà la croix sur la tombe de Skype. C'est-à-dire qu'au moment de lancer Teams, la techno de Skype n'est pas retenue. Non, elle n'est pas retenue. Il y avait trop de tension par rapport aux ambitions, on va dire, opposées des 2 general managers qui géraient ce business-là. Et pour vous, l'ingénieur, j'ai presque envie de dire le scientifique, est-ce que c'était cohérent d'un point de vue technologique de choisir? Non, absolument pas. D'ailleurs, Teams a énormément souffert technologiquement, beaucoup de temps à converger. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça reste un produit vraiment médiocre à tous les points de vue. Et donc, ça a été une décision politique plus qu'autre chose de la part de Satya. Et je pense que c'était pas le bébé de Satya, Skype. C'était le bébé de Steve Ballmer. Donc
les raisons pour lesquelles cette acquisition a été faite n'étaient pas les raisons pour lesquelles Satya voulait les garder. Donc il n'y avait plus cet attachement. Il y avait ce détachement des plus ou moins objectifs qui a dû amener, je pense, à prendre cette décision d'ignorer en fait tout ce que Skype était et passer sur Teams, qui était, à mon avis, la signature de l'arrêt de mort de Skype. Et c'est ça qui a permis en fait à Zoom d'exister. Donc, il n'y a aucune raison que Zoom existe. À cause de Covid, quand Skype était, on veut dire, la reine de la communication sur IP à l'époque. Donc, aujourd'hui, à l'époque, on parlait que de Skype. Skype, I Skype here, you Skype me there, Skype together. Donc, tout était en place. Mais le manque d'investissement et le manque de réactivité de l'équipe de Skype a permis à Zoom d'exister. Et c'est ça qui a permis à Teams de dire, vous voyez, Skype n'arrive pas. La preuve, c'est que vous avez perdu ce marché, etc. Donc, il y a eu, à mon avis, un certain nombre de décisions stratégiques qui ont été en dissonance par rapport au marché et qui a permis à l'équipe Teams de gagner la bataille interne chez Microsoft. Bon, le rideau est définitivement tombé sur Skype ce 5 mai 2025. Qu'est-ce que vous éprouvez, David? Je suis énervé. C'était la raison pourquoi j'ai quitté après Microsoft. J'étais sûr que c'est là que ça allait se passer. Typique de Microsoft. D'aller acheter et digérer les sociétés de telle manière à détruire en fait ce qu'ils ont acheté. La seule qu'ils n'ont pas fait, c'est avec LinkedIn, donc j'en suis ravi de voir que LinkedIn n'a pas été digéré de la manière où Skype a été digéré. Je suis énervé parce que on a perdu, quand je dis on, je parle de tous les employés qui ont bossé tant pour Skype, l'opportunité de continuer à être le leader sur le marché de communication sur Internet. Et aujourd'hui, on ferme ce chapitre sans verser une larme chez Microsoft. Donc, ça m'énerve. Vous avez le sentiment d'un gâchis? Oui, c'est immense, c'est un gâchis. D'ailleurs, je n'ai même pas pu écrire une seule note sur social media parce que ça aurait été très méchant. Donc, je voulais garder tout ça, on va dire, pour moi. Bon, depuis 2011, il ne s'est pas passé énormément de choses du côté de Skype chez Microsoft. Non. Et pourtant, j'ai l'impression à vous entendre qu'en 2025, c'était toujours la meilleure technologie qui existe. Alors, c'était. Parce que ce que Microsoft a fait très vite, c'est de désosser Skype de peer-to-peer, donc la technologie pair à pair, et de la remplacer par une technologie client-server. Et à partir de là, donc il y a eu c'est un petit peu, on a gardé la surface d'une maison, vous voyez ce que je veux dire? Et puis on a pris de l'intérieur, on a mis autre chose à l'intérieur. Et on va dire, ce remplacement a fait perdre à Skype l'âme même de Skype. Parce qu'il y a un petit peu de révolte dans cette technologie peer-to-peer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de centres de données, on n'a pas besoin d'infrastructures, on n'a pas besoin de payer tous ces éléments. On peut faire ça juste avec les pairs qui s'interconnectent, un peu ce que j'ai fait avec HiveNet et avec Polycloud. Et donc ça a été la meilleure technologie qui a été abandonnée. Et à mon avis, c'était une erreur technologique ou technostratégique. Merci beaucoup, David Gurlé, fondateur de Polycloud, de HiveNet notamment. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, après, Benjamin. Je me souviens, notre première interview sur France Info il y a 3 ans. Merci d'avoir été avec nous cette semaine.
Benjamin, merci de m'avoir et au plaisir de vous écouter. Avec plaisir, David. À bientôt dans les voies de la tech. Et qui sait, peut-être en Californie. Who knows? Dans quelques minutes, suite de ce dernier hommage à Skype avec l'une des solutions qui lui succèdent, notamment dans le monde de la production télé, des nouveaux médias, des créateurs de contenu, Jean-Marc Denoal, le fondateur de Binarrative, va me rejoindre juste après que j'ai partagé ces quelques infos avec vous. Avec tout d'abord Samsung qui lancera lundi la saison des smartphones ultra fins. En attendant l'iPhone 17R de plus en plus probable en septembre prochain, le géant coréen donne rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi, entre le 12 et le 13 mai 2025, donc à 2h du matin heure française sur samsung.com, pour un événement Unpacked au cours duquel devrait être dévoilé le Galaxy 25 Edge avec ce titre Beyond Slim, autrement dit au-delà de la finesse ou plus fin que fin selon les goûts. Le Edge avait été teasé à la fin du dernier Unpacked, fin janvier, avec une vue éclatée en noir et blanc du smartphone. On parlait alors d'une épaisseur de seulement 6,4 mm. Samsung aurait aussi l'intention d'enfoncer le clou de l'IA avec une intégration encore plus poussée de Galaxy AI, et il est question d'un capteur photo principal à 200 millions de pixels. Le deuxième trailer de GTA 6 est sorti ce mardi 6 mai, près de 85 millions de vues en 24 heures pour cet avant-goût du 6e Grand Theft Auto dont la sortie a été repoussée à mai 2026, autrement dit dans un an. Les images sont tellement réalistes que beaucoup doutent qu'elles soient tirées du jeu lui-même. La pratique est courante d'utiliser des images générées spécifiquement et de meilleure qualité pour susciter l'envie. Conséquence, mercredi, l'éditeur du jeu Rockstar Games a clarifié la situation sur X en affirmant, je cite, que le trailer 2 a été capturé entièrement dans le jeu à partir d'une PlayStation 5 et de préciser que les 2 minutes 46 sont composées à part égale de gameplay et de cinématiques. Il est bien difficile de faire la différence et donc ça promet. Et puis Google dans la tourmente, l'étendard d'Alphabet est sous la pression d'OpenAI, des nouveaux venus dans le domaine de l'IA comme Anthropic et Perplexity. Google en plein procès antitrust depuis le 21 avril pour avoir entretenu illégalement sa situation de monopole, notamment via une rémunération d'Apple à hauteur de 20 milliards de dollars par an pour faire de Google le moteur de recherche par défaut, notamment sur l'iPhone. Ce mercredi 7 mai, Eddie Q, le vice-président d'Apple en charge des services, a été entendu par la Cour. Selon lui, les fournisseurs de recherche à base d'IA remplaceront bientôt les moteurs de recherche historiques, autrement dit comme Google. Il a d'ailleurs évoqué de premières discussions entre Apple et Perplexity et il l'a dit, je cite, « Apple travaille activement à la refonte de son navigateur Safari avec l'intégration de moteurs de recherche à base d'IA. » Dans un instant, clap de fin pour Skype Suite et peut-être un nouveau départ pour Binarrative. Son fondateur Jean-Marc Denoal me rejoint dans une poignée de secondes. Jean-Marc Denoal, bonjour. Bonjour. Fondateur de Binarrative, bienvenue dans les voies de la tech, Jean-Marc. Merci. Merci. Un plaisir de te retrouver quelques années après le lancement de ce service alors, que tu as créé après ton départ de Molotov. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Tu es passé par TPS, par TF1, où tu étais en charge de l'innovation. Et donc, depuis maintenant 4 ans, Binarrative. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est que Binarrative? Binarrative, oui, c'est une plateforme qui aide les créateurs de contenu à produire du contenu vidéo, en particulier parce qu'il est complexe à créer et souvent onéreux. Et on a décidé d'essayer de faciliter la vie des créateurs de contenu en proposant une plateforme accessible sur l'ensemble des équipements, donc PC, mobile, tablette, ce qui la rend un petit peu particulière sur le marché.
et de produire en particulier des lives, mais pas que, parce qu'on peut, comme on le fait là, enregistrer des interviews. On ne le fait pas encore avec Narrative, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Et voilà, donc ça c'est la plateforme qu'on a lancée, convaincu que nous sommes dans l'équipe qu'il faut apporter des outils facilitateurs de création de contenu, parce que le contenu est le nouveau langage d'expression, vidéo en particulier. Et voilà, ça devient le langage universel. Il faut communiquer en vidéo, et donc nous on est là pour aider les créateurs à produire facilement du contenu. Alors, tu quittes Molotov en 2019, tu crées Binarrative en 2021. Oui. Quelle est l'idée de départ et quel est l'état de la technologie au moment de la création de Binarrative? Alors, l'idée de départ, c'est... Moi, j'ai un âge qui a vécu le plan câble, et donc je voyais plusieurs choses converger de l'expérience Molotov et TF1. C'est les réseaux digitaux étaient devenus le centre de consommation des contenus vidéo, que les créateurs faisaient avec les outils qu'ils avaient, ils se débrouillaient bien. Mais en même temps, je disais qu'il y a un appel d'air tel sur cette consommation qu'il fallait leur donner des outils plus faciles d'accès, plus faciles à utiliser, plus faciles à mobiliser, et leur donner des outils qui permettent aussi d'améliorer la narration vidéo. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire, et on s'est en particulier attaché à s'occuper du live et du live multicam, qui me semblait être, on va dire, le plus complexe à adresser. On aime bien les sujets complexes dans les équipes de Narrative, donc c'était le sujet le plus complexe, et sur lequel il y avait finalement pas beaucoup d'offres, parce que c'est un sujet qui est complexe technologiquement parlant. Et donc, j'ai réuni les quelques experts de l'ancienne équipe Molotov autour de ce sujet-là. Et comme c'est des gens qui aiment le challenge techno, on s'est mis à y réfléchir. Et on avait en plus un cahier des charges que je souhaitais exigeant, c'est-à-dire une plateforme qui soit accessible 24/7, indépendante du matériel que tu utilises. Donc, tu n'es pas dépendant de ton PC, tu n'es pas dépendant, c'est vraiment plateformiser la production vidéo, et que tout puisse être accessible depuis le mobile, avec une interface, on va dire, séduisante, qui permette à des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de la vidéo, des réalisateurs professionnels, de pouvoir produire de la vidéo dont ils sont fiers, et avec une fréquence, on va dire, adaptée au rythme du digital, c'est-à-dire d'être capable de produire facilement, rapidement, et avec une fréquence soutenue. Oui, parce qu'il faut juste expliquer peut-être quel était le contexte technologique il y a encore 3-4 ans. Pour faire du multicam en direct, il fallait plusieurs caméras, plusieurs sources Ouais. à un endroit, et il fallait relier ces appareils avec des câbles, mettre un mélangeur au milieu, Ça un se fait streamer. encore, hein, Enfin, tu sais. c'était une usine à gaz pour faire un live, quoi. Ouais, et c'est objectivement encore toujours un petit peu complexe, hein, parce que aujourd'hui, des régies totalement cloudifiées, qui permettent de rentrer n'importe quel flux vidéo, professionnel ou pas professionnel, c'est pas non plus, ça se trouve pas très facilement. C'est souvent réservé à des offres très professionnelles, et voilà, parce que l'industrie de la télévision migre plus ou moins, en tout cas fait des évolutions sur la production dans le cloud, même si il y a aussi des choses qui se passent on-prem, comme on dit, c'est-à-dire avec des équipements physiques qui sont placés. Mais oui, effectivement, historiquement, il faut des caméras, souvent des fils, beaucoup de fils, beaucoup de câbles, et puis il faut relier tout ça à un mélangeur, voilà, et puis et faire son mix, et ensuite le diffuser. Donc, ce qu'on a vu arriver, c'est de la diffusion qui commençait à se, on va dire, digitaliser. Ça, c'était assez facile. Mais en fait, tout ce qui est mélangeur, vidéo, audio, incrustation graphique, gestion des overlays, gestion des plans, et changement des séquences, des cams, c'est des choses qui sont complexes, mais dont je pense qu'elles sont absolument nécessaires pour soutenir une narration vidéo, on va dire, dans la durée. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne, la solution narrative, Jean-Marc? Typiquement, c'est quoi le setup et la manière de l'utiliser? Alors, le setup, il est le plus simple du monde, parce qu'on s'est appuyé sur ce que tout le monde a, c'est-à-dire un téléphone mobile. Donc, vous avez un téléphone mobile, une connexion Internet, vous pouvez utiliser Narrative.
Soit vous l'utilisez pour vous enregistrer, pour diffuser vos lives que vous faites dans les visites de vos villes, dans les IRL, peu importe. Soit vous souhaitez utiliser Narrative pour connecter plusieurs flux vidéo et puis commencer à soit partir en live, soit enregistrer des interviews à distance, habiller, illustrer. Et donc là, vous pouvez tout faire, hein, soit depuis votre PC, tablette, téléphone. Votre environnement de production vous suit parce que vous avez un compte, en fait. C'est comme comme on avait fait Molotov, votre offre télé, vous suivez partout où vous alliez. Là, c'est pareil, votre environnement de production vous suit partout où vous allez. Vous faites rentrer n'importe quel flux vidéo dans la régie, vous pouvez le mixer. Donc là, pour ceux qui ne sont pas habitués à les vidéos, vous pouvez demander à n'importe quel téléphone de filmer. Et puis ceux qui sont un petit peu plus exigeants sur la qualité, vous pouvez demander à des caméras professionnelles aussi de rentrer. L'ensemble de la gestion des protocoles, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont techniques dans l'audience. Donc les RTMP, les SRT, en push-pull, on gère tout un tas de protocoles. Donc c'est une régie qui est très accessible dans le fonctionnement, mais j'aime à le dire qu'il y a tout d'une grande, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'elle ne sait pas traiter aujourd'hui. Voilà, et puis récemment, on s'est aussi... on va dire, on a fait aussi un partenariat commercial et technologique avec une société qu'on aime bien qui s'appelle iVision dont beaucoup connaissent l'ancien nom qui est Aviwest pour sécuriser les transmissions. Donc ça, c'est vraiment pour les transmissions un peu plus professionnelles et qui permet de sécuriser la transmission des flux vidéo qui proviennent d'une caméra professionnelle, d'un téléphone, peu importe la source, vous l'intégrez, vous la mixez dans Narrative et ensuite vous pouvez diffuser sur n'importe quel réseau social ou digital ou site internet ou même en télévision parce qu'on a été aussi quelques productions de la régie Narrative sont passées en télévision en live. Alors depuis 2021, Jean-Marc, il s'est passé des choses évidemment. Le milieu dans lequel vous évoluez a bougé lui aussi. Il y a de nouveaux acteurs sur le terrain qui sont peut-être des concurrents pas totalement négligeables pour vous. Est-ce que l'arrivée d'une solution Apple Blackmagic vous pose des problèmes? Alors non, déjà, c'est des confirmations extrêmement intéressantes à observer. Il y en a plusieurs. Évidemment, ces gros acteurs qui s'intéressent à ce marché veut dire qu'il est gros, parce que sinon, il ne s'y intéresse pas. Donc ça, c'est plutôt un bon signal pour nous. Ensuite, on pense qu'on a, nous, mis du temps à mettre au point la solution techno dans le cloud parce qu'elle est complexe à mettre au point. Et que ce temps-là, il est pas facilement rattrapable. Blackmagic, ça fait des choses, mais c'est pas complètement server-side. Ça mixe des caméras, mais globalement, si vous faites rentrer des caméras qui sont pas dans le champ de votre Bluetooth, Apple, good luck. Ça gère pas tout à fait... Enfin, globalement, si vous n'avez pas mis une régie dans le cloud, si vous n'avez pas fait cet effort-là de développer une régie dans le cloud, il y a un moment où forcément le fonctionnement est limité. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein. Ça veut dire juste que dans certains use cases, c'est un peu limité. Nous, on a voulu peut-être régler l'ensemble du sujet en développant vraiment une expertise très très particulière parce que on a tout le code, on a tout développé de A à Z. Donc toute la technologie de mixage de flux, d'intégration, d'ingest et de diffusion, c'est vraiment des choses qu'on a développées nous et qu'on n'a pas intégrées. On n'est pas dépendant de techno tiers et qu'on peut prendre n'importe quel flux vidéo. Donc, on le regarde avec intérêt. On a beaucoup discuté avec Apple, hein. On a été app innovante sur quelques années. Voilà. Donc, on est très intéressé, évidemment, à ce move. Après, Apple reste dans son environnement Apple, donc c'est très bien. Nous, on est agnostique, hein. Ça marche aussi bien sur Android. On peut faire entrer des flux Android. Donc, on n'a pas vocation à n'être disponible que sur Apple. Mais c'est un move intéressant. Après, il y en a un autre qui est intéressant aussi, c'est les applis caméras de Blackmagic. Voilà, c'est que toutes ces applis caméras
arrive à un moment donné avec une fonctionnalité de stream, ce qui veut dire aussi quelque chose de l'évolution de ce marché. Et que donc, nous, on est super contents parce que dès que les applis peuvent envoyer un flux RTMP, ils peuvent être potentiellement ingérés dans notre régie. Et comme on pense qu'on a la meilleure régie et qu'elle est mobile et qu'elle est accessible, on pense qu'on a un bel avenir devant nous. Alors cette semaine, Jean-Marc, dans les Voix de la Tech, on marque la disparition, la fin de Skype. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous? C'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle pour nous. On est évidemment, je ne sais pas si on peut le dire solidaire, mais en tout cas, voilà, on ne se réjouit pas de la disparition d'une marque et d'une entreprise. Bon, après, je pense que les collaborateurs de Skype seront intégrés dans les équipes Microsoft, Teams et autres. Mais d'un point de vue, effectivement, on va dire position sur le marché, Skype, dans la fonctionnalité qui était utilisée en particulier sur pas mal chez nos clients, était utilisé pour faire des interviews à distance, faire rentrer des invités soit en live, soit en enregistrement. Voilà, pour des duplex. Hein. Exactement, pour capter des réactions. Et de ce point de vue-là, Narrative coche toutes les cases, en plus d'être française évidemment, et d'avoir... parce qu'il y a aussi des sujets sur la sécurisation des contenus, sur où est-ce qu'ils sont enregistrés. On l'a vu avec l'histoire de CapCut sur un autre sujet, mais on voit bien que les outils utilisés par les médias d'une manière générale ou les entreprises devient aussi un sujet. Où sont stockés les contenus, comment ils sont exploités, quel est le moteur d'IA que vous faites travailler derrière pour que... parce que dès que vous avez un transcript d'une vidéo, vous avez tout le contenu. Donc, pour des contenus médias et ou corpo, il peut y avoir des petits sujets de confidentialité. Donc, en tout cas, pour nous, c'est une super opportunité parce qu'on a un outil qui permet totalement d'adresser ce besoin qui est d'aller capter très vite une réaction, de faire rentrer un invité sur un plateau, que ce soit live ou en enregistrement, parce que quand vous faites rentrer un invité sur les plateaux, il faut savoir gérer ce qu'on appelle les N-1 dans le milieu, c'est-à-dire la capacité que vous avez à supprimer des pistes son pour ne pas que les uns et les autres se réentendent en double. Et ça, on a tout ce qu'il faut en magasin. Et donc, on va voir l'ensemble des acteurs qui utilisaient Skype. Vous parlez de la version TX de Skype. Ouais. Elle était encore très utilisée dans les médias? Elle était... En fait, dès que vous êtes rentré en régie, globalement, c'est quand même compliqué de vous en sortir. Donc, pas forcément énormément, mais elle était toujours en place. Et tout le monde n'est pas forcément complètement satisfait de la proposition qui est de dire, vous avez adoré Skype, vous aimerez Teams, quoi. Et ça, c'est pas totalement acquis. Et que donc, dès qu'il y a une carte, dès que le jeu est rebattu et que des cartes sont redonnées, c'est toujours le moment où on peut en prendre une bonne. Et nous, on pense qu'on peut être à côté des outils type FaceTime, Skype, voilà. Pour ce genre d'usage, en tout cas, on ne voit pas ce qui nous manque. On a des arguments à faire valoir et on entend bien les faire valoir. On va finir par un dernier mot autour de Skype, Jean-Marc Donoal. Qu'est-ce qui restera dans l'histoire de Skype? Qu'est-ce qu'on dira dans 20 ou 50 ans de ce qu'était Skype? On en parlera comme Imul, je pense, non? C'était le celui qui t'a permis de faire des appels téléphoniques au bout du monde et pas de payer 80 francs à l'époque, tu vois? Donc, quelque part, je trouve que c'était une marque qui avait quand même une charge émotionnelle extrêmement positive parce qu'elle rendait vraiment service, quoi. Elle économisait des sous aux uns et aux autres et que quand tu le trouvais, l'outil, tu disais « Waouh, putain, mais c'est ce que je cherchais, c'est génial, quoi ». Et je connais personne qui me dit qu'il n'aimait pas cette marque. Alors après, on peut dire sur le produit et tout, mais quand tu découvres le service au démarrage, tu te dis « Ça me rend un super service et je suis très content de le connaître ». Et je trouve que c'est dommage que ce soit un peu enterré pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on en dira dans 20 ans? Je pense que nos enfants, tu vois, ils connaissent pas Skype. Et nous, on en parlera avec émotion et en disant le jour où on l'a découvert, c'est un peu comme ton premier téléphone mobile, en fait. C'est un peu ça. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est Skype est mort, vive Binarrative. Ouais, absolument. Exactement, c'est ça. Binarrative.com pour le site web. Merci beaucoup, Jean-Marc Donoal. Merci. C'est un grand plaisir de t'accueillir dans les Voix de la Tech. À bientôt. À bientôt. Salut.
Merci à nos deux voix de la tech cette semaine, David Gurlé, ex-Skype et Microsoft, aujourd'hui HiveNet et Polycloud, et Jean-Marc Denoal, Binarrative. Si vous en voulez encore, la version intégrale des voix de la tech vous attend sur Apple Podcast avec les interviews en totalité. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. Nous serons le 16 mai. D'ici là, j'ai besoin de chacun de vous, oui, de vous. J'ai besoin de vos partages et de vos republications pour les posts des voix de la tech sur les réseaux, que ce soit Blue Sky, X, Instagram, Facebook et LinkedIn. Ne vous contentez pas, s'il vous plaît, de liker, ce qui ne sert quasiment à rien. Un grand merci d'avance. Merci aussi pour votre soutien et pour votre fidélité. Et à vendredi prochain.